Bonsoir, ou rebonsoir. Ce soir, on parle de l'architecture et du textile. La relation entre les arts nobles et les arts dits mineurs subit-elle aussi de plein fouet les distinctions établies entre les arts, mais aussi de la primauté accordée au travail intellectuel sur le travail d'exécution et le rapport à la matière. Vasari lui-même n'a pas essayé de placer les deux catégories sur un pied d'égalité. Au contraire, il a perpétué, pour ne pas dire établi, une tradition qui consiste à considérer les arts mineurs, la sculpture, comme subordonnée aux arts principaux du dessin, du disegno, à savoir la peinture, la sculpture et l'architecture. Associés aux guildes et aux corporations, plutôt qu'ennoblis par leur appartenance à l'académie, comme Vasari souhaitait le voir, les arts mineurs évoquaient le statut médiéval des artisans et non les qualités divines des artistes figuratifs. Ainsi, l'orfèvrerie, le travail sur l'émail, la mosaïque, le travail sur bois, le bronze, la majolique et le verre, le cuir, la soie et autres tissus étaient rattachés à l'un ou à l'autre des arts majeurs. Considérés comme des artisans plutôt que comme des artistes de génie, ceux qui pratiquaient ces techniques étaient reconnus et appréciés, mais ils n'accédaient pas au statut de star et n'avaient pas droit au récit de leur vie parmi les célèbres biographies de Vasari. Il va sans dire qu'aucun de ces métiers n'était considéré comme ayant des liens avec l'architecture. La petitesse des dimensions, l'utilisation des matériaux précieux ou périssables et les compétences professionnelles requises rendaient impensable tout rapprochement, à l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs. Une exception étant ce bâtiment, c'est un magasin en Angleterre par Farshid Moussavi, et l'enveloppe en verre du magasin se réfère au rideau, au voile de rideau que ce magasin vend et a beaucoup de succès, donc est connu pour ça. Donc ici, il y a un rapprochement, mais d'habitude, point. Pourtant, la réalité de la production artistique de la Renaissance dément ce genre de généralisation et de division, car les artistes traversaient régulièrement les frontières entre les deux catégories, travaillant à des échelles multiples et dans des techniques très diverses. Comme nous le verrons aujourd'hui, la façade des bâtiments fut un espace de convergence particulièrement significatif. Je m'intéresserai donc dans cette conférence à un procédé architectural négligé, la façade en sgraffito, exemple extrême et flamboyant d'ornement pur qui est presque totalement absent des travaux de recherche et qui pourtant révèle des possibilités d'échanges complexes entre l'architecture et tout un éventail de techniques artistiques, bien au-delà de la peinture et de la sculpture. En fait, l'attention des chercheurs s'est tournée presque exclusivement vers les façades en pierre sculptée, dont vous voyez une ici par Palladio, ou plus précisément vers les ordres colonnaires, omniprésents et leurs éléments sculptureux associés, entablements, consoles, corniches, etc., qui modulaient les murs de la plupart des constructions de la Renaissance. Certes, cette surface sculptée, divisée en éléments verticaux et horizontaux, était en soi un ornement, c'est-à-dire un embellissement en tant que représentation d'un système structurel factice, ne faisant vraiment pas partie de la structure du bâtiment. Les éléments porteurs étaient en effet invariablement les murs et non les colonnes et les traves évidentes sur la façade. Et comme nous l'avons déjà vu, elle s'est peu à peu enrichie d'éléments figuratifs qui transposèrent la narration structurelle dans l'immédiateté du corps humain. Telle était la tradition de la façade de palais, portée à sa maturité par Bramante et modifiée plus tard par Michel-Ange, et c'est cette tradition, domestiquée à la fin du XVIe siècle par Palladio,
qui constituera l'expression sémiotique prédominante de l'architecture en tant que construction tectonique sculpturale. La façade sculptée demeurera la position forte de la Renaissance, sous-tendue par l'Antiquité, preuve de son appropriation réussie. Et dans les rares cas où un artiste comme Bernardino Poccetti, qui était également connu sous le nom de Bernardino de Façade, créateur de nombreuses façades en sgraffito et étudié, c'est en tant que représentant une spécialisation mineure. Pourtant, en étant un point d'intersection important entre l'architecture et la sculpture, en tant que relief à grande échelle et accumulation d'éléments tridimensionnels sculptés, la façade de palais offrait aussi d'autres possibilités de transfert entre les médiums artistiques. Un exemple évident est la façade peinte, c'est-à-dire traitée à la façon d'une toile de peinture, comme vous voyez ici, le palais Mellini Fossi à Florence, bien que le genre ait bénéficié d'une popularité assez modeste en Toscane, malgré quelques réalisations remarquables comme celle-ci, notamment dans le nord de l'Italie. En revanche, un genre particulièrement développé a été la façade en sgraffito, qui, contrairement à la façade sculptée, est tout à fait atectonique, car totalement dépendante de la surface. Souvent d'ailleurs, elle n'entretient aucun lien avec la structure du bâtiment, sa syntaxe ou ses sections, la description de son poids ou de l'effort nécessaire pour maintenir son équilibre. C'est au contraire un voile dentelé, apparemment transparent et léger, à l'opposé de la façade lourde, à bossage ou sculptée du palais de la Renaissance. Au mieux, on peut y voir un gigantesque dessin incisé dans la surface en stuc, c'est-à-dire une représentation linéaire d'ornements appliqués à la façade. La façade en sgraffito, en apparence une anomalie, et tout comme la façade peinte, ne s'inscrivant pas confortablement dans le modèle d'évolution élaboré pour l'architecture de la Renaissance, a été ignorée, voire presque éliminée de nos histoires. Pourtant, elle n'est ni aussi rare ni aussi anodine que les textes pourraient le faire penser aujourd'hui. Tout au contraire, à Florence, elle a été l'un des modèles dominants dont malheureusement peu d'exemples ont survécu. Il y a eu aussi une grande vogue à Rome et de nombreuses réalisations remarquables dans le nord de l'Italie, au nord des Alpes, mais à Florence et en Toscane plus généralement, le sgraffito a une histoire encore plus longue et plus constante. Elle constitue presque une tradition, ce qui n'était pas le cas ailleurs. Le texte de la Renaissance reste silencieux sur ce type d'architecture. Dans son traité inaugural de 1537 sur les ordres, Sebastiano Serlio évoque les façades peintes, mais les présente comme une alternative bon marché aux façades en pierre, ce qui les condamne à être vues comme une architecture ersatz et à n'avoir aucune valeur en tant qu'élément architectural. Dans sa condamnation, il ajoute que la peinture nuit à la perception de la massivité du mur, lequel, en conséquence, semble devenir transparent et disparaît complètement. Pour cette raison, il interdit de peindre des paysages, des figures ou des animaux en couleur. Il préfère le chiaroscuro, comme ici le Palais Ricci, c'est ce qu'il est resté de tout ce que vous avez vu dans l'autre image, et renvoie le lecteur à la peinture en grisaille qui imite le marbre ou la pierre ou même le bronze et améliore l'effet massif de la façade. Parmi les exceptions, il admet les représentations de festons, de feuilles et de fleurs, de fruits, de trophées, d'armes et d'objets, tels ceux utilisés pour les triomphes et les joyeuses entrées et que l'on peut accrocher au mur. La couleur n'est permise que si les objets représentés sont des choses mobiles, par exemple des étoffes fixées au mur, sur lesquelles on peut peindre ce que l'on veut sans perturber l'ordre architectural.
Ces divers motifs constituaient en fait le gros de la décoration en sgraffito, mais Serlio ignore celle-ci totalement. Le sgraffito était si commun à Florence, il n'est peut-être pas surprenant que ce soit Giorgio Vasari qui en étudie la technique dans ses vies, lui-même ayant conçu ce genre de façade. Il l'inclut pourtant dans son introduction à la peinture en la séparant de l'architecture. En effet, dans la section consacrée à la peinture, Vasari intègre un certain nombre de métiers qui, de droit, appartiennent à des domaines associés à la pierre et à la sculpture, au ciseau plutôt qu'à la brosse, comme la mosaïque, l'intarsia, que vous voyez ici un exemple, le niello à droite. Il se pourrait que Vasari, dans le débat sur la primauté de la peinture ou de la sculpture, très en vogue à l'époque, comme nous l'avons déjà vu, ait voulu faire pencher la balance en faveur de la peinture, art qu'il pratiquait lui-même. Avant lui, et en tant qu'architecte, Alberti, par exemple, concevait différemment les techniques artistiques. S'il définit la mosaïque comme une peinture, il en attribue l'invention à un architecte à la suite de Vitruve. Et vous voyez le baptistère de Florence qui a sans doute été un exemple pour Alberti. S'il définit le mosaïque comme une peinture, il en attribue l'invention à un architecte. Comme la mosaïque toutefois, le sgraffito était manifestement un territoire controversé, tout en faisant appel aux outils de la sculpture et aux effets de la peinture. Il était partie constituante de l'architecture quand même, caractérisant la façade principale d'un bâtiment tout entier, pas seulement des murs intérieurs. À Florence et en Toscane en général, il semble que la façade en sgraffito ait connu une popularité constante, au moins à partir du XIVe siècle et jusque vers la fin du XVIe siècle, que ce soit Pienza, Pisa, Prato, Sienne, Colle Valdelsa, etc. Plus commun en dehors de la Toscane est le chiaroscuro peint, ressemblant au sgraffito et largement associé à Polidoro da Caravaggio et à Maturino da Firenze, qui en ont fait une mode à Rome avant le sac de la ville en 1527. Mais il semble être tombé en désuétude après la mort de Polidoro. Cependant, cette variante des façades en grisaille peinte, essentiellement figurative, n'a pas eu beaucoup de succès à Florence. Pas plus que les façades peintes, dont il y a eu pourtant quelques rares et beaux exemples, comme le palais Mellini-Fossi que je vous montre et le Palazzo dell'Antella que je vous montre maintenant. La façade en sgraffito à motif est restée le choix préféré des Florentins durant des siècles. De toute évidence, la pratique du sgraffito ne concerne que les façades en stuc. Plusieurs palais florentins, les Médicis, des Gondi, que vous voyez ici, le palais Strozzi, Pitti, s'inscrivaient dans un discours sur la pierre taillée, aux dimensions imposantes, et dans un dialogue avec le palais de la Signoria, ici à droite, en tant que symbole du pouvoir. Mais il n'en reste pas moins que le stuc était tout aussi populaire, voire plus, aussi bien au Trecento que plus tard. Dans son traité d'architecture de Reedificatoria, Alberti décrit assez longuement comment obtenir des surfaces délicatement finies, et Vasari y fait écho un siècle plus tard, ce qui est représentatif d'une préférence esthétique durable. C'est donc dans la surface en stuc que les motifs en sgraffito étaient incisés à l'aide d'un outil métallique aiguisé. Il est erroné, nous l'avons dit, de considérer le sgraffito comme une peinture, puisque c'est une forme de grattage, d'incision ou de taille superficielle. On pourrait y voir une sorte d'hybride entre la peinture et la ciselure. En fait, la décoration en sgraffito était considérée au début comme comparable à la technique de la pâte sur pâte en céramique, un art de l'incision fondé sur un jeu entre deux couches de surface, l'une vernissée, l'autre seulement cuite, dans le cas du potier, ou en blanc et noir dans le cas du sgraffito. Le relief obtenu ne fait guère plus de 5 mm d'épaisseur,
mais aussi léger soit-il, il repose sur la taille au ciseau et le grattage. Autrement dit, c'est une technique soustractive qui rappelle certains ouvrages en bronze et le relief en stuc. Il est possible d'ajouter de la vie de couleur, mais cette étape n'est pas essentielle. La base du processus est un enduit mural qui est incisé pour en soustraire sélectivement une partie. Historiquement, la vogue du sgraffito peut être divisée en trois grandes phases. La première, qui s'étend du Trecento au milieu du Quattrocento, ça veut dire du XIVe au XVe siècle, se caractérise par des formats de bordure et des remplissages imitant les moellons. Elle évolue progressivement vers des formes moins tectoniques, composées de bandes figuratives et florales pour les bordures, tout en conservant la division entre les étages. Nous n'avons peut-être pas encore une image assez claire de l'aspect de ces premiers graffitis, surtout à cause de la destruction de tonnes de bâtiments anciens durant le XIXe siècle à Florence. Par exemple, dans un article de 1868 sur le sujet, un certain Adolf Gnaud explique que le plus ancien bâtiment en sgraffito qu'il a connu à l'époque se trouva dans la Via del Canto de Nelli à Florence, derrière les chapelles de Médicis, mais qu'il a été détruit en 1865 à la suite de travaux de rénovation. Ces motifs, nous dit-il, ressemblaient au tabernacle d'Orcagna à San Michele, qui est une petite architecture, une kleine architecture, avec des encadrements pontus autour de fenêtres, des colonnettes et des riches ornements de feuillage, des vases de fleurs, des roses et des lys. À cette première phase appartient la cour du palais des Médicis, par Maso di Bartolomeo à droite, et celle des palais Coverelli, Gerini, Spinelli, c'est-à-dire la tradition des putti qui tiennent des rubans et des guirlandes, qui se battent dans l'espace des frises, des demeures, couvertes par ailleurs de représentations factices de rangées de moellons, donc une forme de sculpture-écriture qui se retrouve chez les sculpteurs contemporains de Donatello. La deuxième phase, de la fin du XVe siècle aux premières décennies du XVIe siècle, est celle d'Andrea di Cosimo Feltrini. Elle est représentée par les palais Certini, que vous voyez ici, Lanfredini et Bartolini, où Feltrini a travaillé avec l'architecte Baccio d'Agnolo. Elle se caractérise par des grotesques et par un certain équilibre entre les arrangements de motifs et des arrangements géométriques. La dernière phase, la plus exubérante, est celle des grotesques à grande échelle qui couvre tout l'espace des formes figuratives. C'est la phase de la fin du XVIe siècle, celle de Bernardino Poccetti, qu'on a déjà vu, Cristofano Gherardi et Giorgio Vasari lui-même, ici le palais des chevaliers de Santo Stefano à Pise. Les bâtiments représentatifs de cette phase sont le Palazzo Vitelloni à Città di Castello, que je vous ai montré au début, le palais de Biancacapello par Bernardo Bontalenti et Bernardino Poccetti, et Montalvo à Florence, et le palais des chevaliers de Santo Stefano que vous voyez ici. Il est clair que durant ces trois phases, l'idée était de couvrir l'ensemble de la façade de forme ornementale. La différence se situait dans la façon de le faire. La technique du sgraffito crée un effet de légèreté et de transparence, mais aussi de lumière grâce à l'utilisation du blanc qui, par contraste avec le stuc sombre, souligne l'impression de fragilité et de délicatesse, mais aussi de linéarité, tout en donnant l'éclat à la façade. Elle se justifie pour les cours intérieures surtout, où la lumière pénètre difficilement et où l'utilisation de la même pierre que la façade aurait produit un effet de lourdeur caverneuse, mais elle dépasse ce simple aspect car elle témoigne d'une volonté de voir différemment. L'effet n'est plus celui d'une expérience linéaire, éphémère et cinétique que l'on a en passant rapidement dans la rue, mais d'une invitation à une découverte de minuscules motifs
que les occupants des bâtiments et les passants peuvent déchiffrer de près et de façon progressive. C'est aussi le domaine de l'ornement pur. Les formes répétitives en bandes abstraites couvrent l'ensemble d'un mur au lieu de mettre en valeur un élément particulier, soit d'une figure ou d'un élément architectural. C'est bien connu que les motifs ornementaux des premiers graffitis, faits de fines bordures et de bandes ornementales, s'inspiraient en partie au moins de la sculpture, et en particulier des festons, mais aussi des incrustations dans la pierre. Et ici, deux exemples classiques, l'église de San Miniato al Monte et Santa Maria Novella de Alberti. Ce traitement, qui produit l'effet d'un champ ornemental plat couvrant toute la façade, à mi-chemin entre le sgraffito et la sculpture, est visible à San Miniato du XIIIe siècle ou au baptistère de Florence, et il a été réinterprété à la Renaissance par la fameuse façade de Santa Maria Novella par Leon Battista Alberti. Ces façades planes en deux tons qui créent un effet de lumière et d'ombre ainsi que de saillies et de renfoncement obtenus au moyen de pierres colorées contrastées font penser aux sgraffitos en effet, mais n'ont pas la transparence aérienne ni la qualité calligraphique et florale. D'ailleurs, malgré les ressemblances avec des revêtements en pierre sculptureux composés de formes géométriques complexes, qui rappellent aussi les riches pavements, bien que plus colorés dans les églises de ce style, la tradition de la taille de la pierre n'est sans doute pas le seul référent ici, et peut-être même pas le principal. La nature même de l'ornement cursif et linéaire, les rubans flottants sont un procédé courant, son déploiement et son faible relief renvoient à diverses sources parmi les arts mineurs, et en particulier au textile. Dentelle, soierie, damas et brocart, ou velours broché, aux céramiques aussi, aux tapis et à la ferronnerie. Elle se rapproche de broderies et des applications sur soie, typiques des riches vêtements religieux ou laïques de l'époque. Le commerce et la production des soieries ont été, on le sait, l'une des grandes activités économiques de Florence. Les plus beaux tissus dépendaient des importations de soie de la région caspienne, d'Asterabad, aujourd'hui l'Iran, et par ces importations et exportations de textiles de luxe, Florence était aussi en relation avec d'autres centres méditerranéens comme Ragus, Palerme, Valence et le Portugal. Par cet intermédiaire, de nouveaux motifs ornementaux entraient dans le répertoire florentin en provenance de Chine, arabesques et compositions asymétriques, mais aussi dragons et autres animaux de ce genre, avant de se diffuser dans la région méditerranéenne. Certains textiles étaient de type motif sur motif, d'autres des dentelles, tandis que les brocarts qualifiés de alto basso, que vous voyez ici à gauche, et de bouclés, étaient en réalité des ouvrages en relief rappelant le sgraffito. Le travail avec du fil d'argent et d'or impliquait également une collaboration avec des orfèvres et autres métiers du métal et aboutissait à la production de micro-chefs-d'œuvre complexes faisant intervenir plusieurs artisanats et auxquels des grands artistes ont participé. Et un exemple que je vous montre ici, c'est un exemple un peu tardif, c'est le commencement du XVIIe siècle, c'est conçu par Annibale Carracci. Il n'a pas été exagéré d'établir un lien entre ce genre d'étoffe et l'ornementation des murs en extérieur en architecture. En effet, comme ça a été déjà démontré, la sculpture aussi a pu s'en inspirer. Par exemple, dans les motifs ornementaux sculptés sur la façade de la cathédrale d'Orvieto, qui présentent un lien à la fois formel et iconographique avec les processions et les consacrations de la cathédrale et surtout avec les vêtements associés à ces cérémonies. À Florence, le tissu et la pierre étaient réunis
aussi dans d'autres circonstances, notamment dans l'habitude de revêtir les murs extérieurs de tentures ornementales à l'occasion des grandes fêtes, comme le témoigne ici le Scheggia en haut, Apollonio da Giovanni en bas, et d'autres sur les bahuts de mariage. L'inscription ornementale pseudocoufique qui encadre le bahut en haut révèle un intérêt esthétique pour les motifs et la calligraphie islamique, tandis que le tissu qui recouvre le baptistère, que vous voyez en haut à gauche, avec son effet blanc et noir, est semblable dans son style aux graffitis alors en vogue. En outre, si l'on couvrait les murs extérieurs de soie brodée et de tapis pour donner l'impression d'un événement extérieur, qu'un événement extérieur se déroulait dans un intérieur feutré et intime, les places elles-mêmes étaient couvertes d'étoffes lors des manifestations en plein air, ce qui était une façon de souligner la splendeur de l'événement. Ce genre de décor apparaît aussi sur des coffres de mariage peints, comme le cassone de Bargello, où la piazza devant le baptistère est couverte de tissu bleu gonflé par le vent. Une référence permanente à ce genre de textile n'aurait pas été déplacée sur la façade d'un palais d'un patricien, surtout si ce dernier était aussi un fabricant de soieries. Ce n'est pas tout à fait un hasard si le palais Spinelli rappelle dans sa façade les stratégies ornementales de la dentelle et de la soie, car la famille possédait à la grande époque de cette industrie dans la province l'une des plus grandes manufactures de soie à Florence et produisait les soieries les plus coûteuses. Tommaso, qui a occupé le palais, était connu sous le nom de Il Grande Tommaso, le grand Thomas, a été le membre le plus remarquable de cette famille, son sens des affaires ayant permis aux Spinelli d'occuper le devant de la scène florentine. Ce fut aussi un mécène généreux, notamment pour l'église Santa Croce, où il fit construire une chapelle et offrir des présents, en particulier des vêtements de soie extrêmement coûteux en 1454. Il est clair donc qu'il voulait être reconnu par ses produits de luxe. Le même lien avec les étoffes se retrouve sur les façades d'Andrea di Cosimo Feltrini, qui reprend l'esthétique des motifs textiles sur ses façades en sgraffito, motifs de brocart, de dentelle et de tapis, sur lesquels l'utilisation du noir et du blanc produit des effets de transparence. Si ce lien ne concerne pas les motifs principaux, qui sont plutôt à la grottesca, la facture, le style est identique, de même que les bordures et les remplissages qui rappellent les soieries et les broderies à motifs. D'ailleurs, comme le rappelle Vasari, Feltrini était un artiste aux multiples talents qui a travaillé sur les apparats éphémères, des ornements de plafond en bois et des bahuts. Il a surtout conçu des drapeaux et des tissus, ce qui laisse penser qu'il existait un continuum de l'ornementation circulant de façon autonome d'une dimension à une autre et d'une technique à une autre. Officiellement, Feltrini appartenait à la catégorie des pictores operarum draporum, peintres de tissus, telle qu'elle est définie par le statut de la Guilde de l'art di Porta Maria, la corporation de fabricants de soie. Il n'était pas le seul dans ce cas. On dit qu'Antonio Pollaiolo, Botticelli, Raffaellino del Garbo, Cosimo Rosselli et les frères Ghirlandaio ont conçu des motifs pour les soyeux et ont été influencés par eux à leur tour dans un bel exemple de circularité artistique. Même si les architectes n'ont pas directement travaillé dans le secteur textile, ils ont quand même touché à de nombreux artisanats, tels Francesco Di Giorgio, dont l'atelier produisait des sculptures polychromes et en bronze, des bahuts peints et des cartons pour des pavements en marbre, en plus de la peinture et en nombre croissant des projets d'architecture, y compris sous forme d'ornements intérieurs.
Vasari nous donne un aperçu d'un de ses ateliers d'artistes quand il décrit celle de Perino del Vaga. Perino, nous dit-il, avait acquis une telle autorité que tous les travaux à Rome lui étaient confiés. Il devait dessiner nuit et jour et répondre aux demandes du palais, et notamment concevoir des motifs de broderie, des gravures pour les fabricants de bannières et d'innombrables ornements requis par le caprice des Farnèse et autres cardinaux et nobles. En bref, ayant son esprit constamment occupé, étant toujours entouré de sculpteurs, stuccateurs, graveurs sur bois, couturiers, brodeurs, peintres, doreurs et autres artisans de ce genre, il n'avait jamais une heure de repos. Le dialogue entre l'architecture et le tissu, et même les vêtements, est moins étrange qu'on pourrait le penser. Comme en témoigne au XVIe siècle le Libro del Sarto, le livre du tailleur, manuscrit transmis et actualisé par plusieurs générations de tailleurs milanais, que vous voyez ici. Les motifs des tissus et des vêtements étaient souvent réunis dans le même volume que les ornements architecturaux. D'ailleurs, les tissus pour vêtements d'apparat, pour les parades militaires ou pour l'apparat civil, englobaient aussi les étoffes utilisées pour l'architecture des tentes, des baldaquins, les couvertures des chevaux et les parasols qui partageaient les mêmes motifs. Autrement dit, la personne qui portait ces vêtements faisait partie de toute une chaîne. Le décorum, selon Vitruve, puis selon les lois somptuaires, établissait une échelle finement graduée qui étalonnait les personnes et les bâtiments, ainsi que leur richesse. Le tissu et ses ornements étaient aussi probablement perçus comme un lien entre la personne qui les portait et sa représentation publique sur la façade de son palais, à un niveau iconographique, mais aussi et surtout comme une mesure de sa magnificence. Et je vous montre un autre exemple à Mantoue, la maison de Giovanni Boniforte da Concorrezzo, où on voit les ornements en pierre qui imitent vraiment les rideaux, le tissu magnifique de ce temps. Toutes les façades en sgraffito n'étaient pas d'une même richesse, et celle de Spinelli était particulièrement extravagante. On peut même se demander si la richesse des étoffes n'était pas aussi une référence à la richesse de l'industrie locale. Le palais Spinelli affichait sa richesse en façade dans le quartier de Santa Croce, qui était alors le centre de l'industrie de la soie, à un jet de pierre de l'église. La même remarque pourrait s'appliquer au Palazzo dell'Arte della Seta, l'état-major de la Guilde des travailleurs de soie, lui aussi orné de sgraffiti. En effet, l'apogée de l'industrie de la soie florentine se situe au XVe siècle, où elle remplace l'industrie lainière traditionnelle par une industrie textile du luxe qui utilise notamment des fils d'or et d'argent et autres incrustations, y compris sous forme d'applications peintes et émaillées, plus spécialisées et mettant en jeu plus de compétences artisanales. Un siècle plus tard, Éléonore de Tolède et Cosme Ier soutiendront l'industrie locale du textile et essaieront de lui redonner sa grandeur passée. La commande de tapisserie à Pontormo et Bronzino faisait partie de ce même effort pour créer ou recréer une industrie. Dans les palais, surtout ceux des personnes de l'entourage Médicis-Tolède, comme le palais Ramirez Montalvo, pour qui Vasari a conçu une façade en sgraffito, ou celui de Bianca Capello, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, la seconde épouse de François Ier Médicis, quelques années plus tard. Les références architecturales donc à l'esthétique des tissus dont les motifs couvrent toute la surface devaient être immédiatement lisibles pour les yeux de l'époque. Mais les textiles ne sont pas le seul domaine avec lequel le sgraffito opère des échanges. La poterie, la broderie,
la calligraphie, l'intarsia sur bois en sont d'autres, comme l'illustrent amplement les motifs de porcellana dans les 3 livres de l'art du potier de la moitié du XVIe siècle de Cipriano Piccolpasso que vous voyez ici en bas. De plus, les traités de l'époque réunissaient dans un même volume les brodeurs, les orfèvres et parfois les calligraphes. En effet, on observe de grandes similitudes entre les ornements utilisés par l'architecte Baccio d'Agnolo pour les stalles du chœur en intarsia de Santa Maria Novella et les décorations en sgraffito de Feltrini, qui travaille avec lui 10 ou 20 ans plus tard. Ces similitudes peuvent s'expliquer par le fait que les 2 hommes ont travaillé ensemble sur le palais Bartolini-Salimbeni, l'un créant l'enveloppe architecturale et la façade, l'autre l'ornementation en sgraffito de la cour. La poterie islamique ou quasi-islamique de les bacini du Moyen-Âge, bassin en céramique mamelouk, intégrés dans l'enduit des murs des églises, illustre les modes de transfert qui se font tant entre les matériaux qu'à travers les frontières des pays. Les tapis voyageaient aussi, de même que les petits coffrets, la majolique très demandée à Florence et qui porte les emblèmes des familles qui en commandaient, comme les Spinelli et les Gondi dans ce cas-là. Les portes en bronze qui venaient de Constantinople, on les trouvait un peu partout en Italie, encourageant la production par imitation de ce genre d'articles et ce genre d'ornements. Les carrellages aussi entraient en partie dans ce processus, et à Rome comme à Naples, ils contribuèrent à la diffusion d'une esthétique arabo-méditerranéenne, comme dans la chapelle de Caracciolo à San Giovanni à Carbonara, où les carreaux proviennent en effet de Toscane, mais ils sont arabisants, disons, et utilisent des matériaux locaux. On observe un phénomène semblable avec les azulejos à Gênes et à Savone, dans la décoration extérieure des palais, notamment les atriums, qui comportent des carreaux ornementaux et figuratifs d'origine locale ou fournis par les fabricants de majoliques de Florence. Ces décorations sont elles-mêmes un lieu d'interaction avec le monde islamique, arabe ou ottoman. De même, les panneaux en cuir de Cordoue, dont vous voyez un exemple à gauche, originaires d'Espagne, les corami d'oro ou corami de parato en italien, qui souvent doublaient ou ornaient les murs des palais, comportaient des ornements réalisés par des orfèvres et des graveurs. Ils rassemblaient donc plusieurs artisans, comme on le voit dans les inventaires des Médicis, des Gonzague, l'exemple ici est de Mantoue, des Piccolomini, entre autres. Et à droite, je vous montre un exemple similaire, mais pas sur cuir, mais sur bois, qui était en vogue en Espagne. En effet, l'élaboration du cuir de Cordoue, fabriqué à Cordoue, mais aussi à Barcelone depuis le Moyen-Âge, n'est pas fondamentalement différente de celle du sgraffito, en ce sens qu'il s'agit d'un procédé soustractif. Une feuille d'or ou d'argent était posée sur le cuir et le motif était créé par incision pour laisser paraître le matériau du support. En tant que revêtement des murs intérieurs, il pouvait ainsi inviter le transfert d'une ornementation semblable sur les murs extérieurs. Étant donné que tous ces objets énumérés étaient portables et relativement petits, on pourrait penser qu'ils restaient en dehors de toute relation avec l'architecture monumentale, immobile par nature. Mais par leur mobilité, ils véhiculent aussi des idées et des motifs, un certain sens du luxe et de l'artisanat, et des exemples de surfaces ouvragées, aussi petits puissent-ils être. Ce qui circule, c'est donc un goût pour les ornements qui couvrent l'intégralité d'une surface, pour les filigranes et les surfaces richement texturées, pour un travail artisanal intense et visible, qu'il soit originaire de l'Orient, de Byzance ou des pays des Ottomans, ou de l'ouest de la Méditerranée, majolique ou cuir d'Espagne.
il n'aurait été nécessaire de connaître directement les monuments architecturaux Mudéjar, Mamelouks ou ottomans, précisément parce qu'ils voyageaient par ces moyens de substitution. Ainsi, les étoffes en soie traversaient le monde méditerranéen en enveloppant des reliques venues du Proche-Orient ou en doublant des reliquaires offerts aux vizirs et aux sultans et donnés en retour aux ambassadeurs et aux princes, aux papes et aux prélats. Les étoffes de luxe étaient des objets portables omniprésents dans les cargaisons des caravanes et des bateaux, comme cadeaux diplomatiques ou trousseaux de mariage. Elles étaient relativement légères, ne cassaient pas et s'adaptaient facilement à de multiples usages, depuis les vêtements religieux jusqu'aux tentures murales et aux vêtements laïques. Le tapis aussi se déplaçait, de même que les ouvrages d'orfèvrerie ou la majolique, inspirant la production d'imitations. En effet, Alberti témoigne du plaisir que procurait le travail artisanal réalisé sur les surfaces architecturales, aussi bien que le travail sur l'intarsia, les bijoux et la majolique, la mosaïque, les brocarts et les soieries. Très fréquemment, tous ces artisanats faisaient partie des activités d'un même atelier comme celle de Feltrini. Ainsi se crée une stimulation visuelle pour les personnes qui gravitaient dans ce milieu où les matériaux et les ornements se contaminaient harmonieusement jusque dans les étoffes qui brillaient et habillaient les murs et les personnes. On pourrait aller plus loin et se demander si le sgraffito, qui met en avant de façon si spectaculaire les qualités graphiques des arts à base de lignes, comme le fil dans les textiles et les broderies, n'est pas aussi un moyen d'introduire la ligne dessinée dans la matérialité du dessin du bâtiment. Dans la mesure où la façade aussi visuellement entre le tissu vêtement et le dessin, le sgraffito ne pourrait-il pas être une manière de manifester le dessin et le design? Une façon de ne pas laisser ces outils classiques de l'architecte à l'arrière-plan du bâtiment comme un halo éphémère, mais de les intégrer dans sa matérialité même. Ce n'est peut-être pas un hasard si la façade du palais Rucellai, ici à gauche, de Leon Battista Alberti des années 40, est composée des pierres taillées de façon rigoureusement géométrique, comme un hommage rendu au dessin, soit contemporaine de nombreuses façades en sgraffito mentionnées ici, et vous voyez un exemple à droite. Or, ces deux traditions n'ont jamais été examinées ensemble. Dans la littérature spécialisée, le Palazzo Rucellai est toujours considéré comme marquant une étape décisive vers la façade sculptée tectonique. Pourtant, sa façade à peu près contemporaine de l'ornement sgraffito des palais du genre de Palazzo Lapi, ici à droite, et Gerini, du commencement du XVe siècle, présente à la surface du mur, bien que de façon moins flamboyante sur le plan ornemental, un motif d'incision qui évoque un dessin monumental à base de verticale et de horizontale. Cette similitude ne se limite d'ailleurs pas à ces palais, car on trouve des exemples antérieurs reposant essentiellement sur une ornementation géométrique en sgraffito, contours des moellons et bandes divisant les étages et les baies, qui a été interprétée comme dérivant des incrustations en pierre, comme on l'a déjà vu. Nous avons déjà dit qu'Alberti avait étudié de près et apprécié la tradition du mur incrusté. Et sa conception de la façade du palais privé, à mi-chemin entre le sgraffito et le marbre incrusté, qui souligne aussi les éléments, n'est sûrement pas une coïncidence. Les façades de ces palais et ces églises, par exemple Santa Maria Novella, ont été commanditées par le même mécène Giovanni Rucellai, et plus ou moins à la même époque. Certes, les façades des palais Gerini et Lapi sont beaucoup plus riches et variées en ornements que celles du Palazzo Rucellai. Elles reflètent ostensiblement un certain goût du luxe,
mais leurs grilles composées d'imitations de pilastres et de frontons ont une fonction ornementale claire, telle une architecture fictive réunissant de nombreuses caractéristiques excentriques et non architectoniques. De même, les incisions dans la surface du palais Rucellai, à gauche, n'indiquent en aucune façon des éléments architecturaux tridimensionnels, ni ne soulignent des éléments porteurs. Telle qu'elle est, la façade du Rucellai semble se situer au croisement entre deux façons d'aborder le traitement de la façade. D'un côté, les lignes graphiques qui la recouvrent comme une toile d'araignée, avec des bordures très nettes et rappelant plus le cristal taillé que le tissu ou la tapisserie. De l'autre, et en dépit des références souvent mentionnées aux bâtiments à plusieurs étages de l'époque romaine, c'est aussi une grille ornementale qui n'est pas très différente d'un dessin. D'ailleurs, il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les pierres et tous les ordres ont la même profondeur entre les joints et donc la même ligne portée par l'ombre. Tout est entièrement plat, à la façon d'une grille de lignes qui se croisent et qui composent en fin de compte un effet très décoratif. Aucun élément n'est considéré comme plus important que l'autre, ce qui crée un motif géométrique homogène, un dessin incisé sur le mur plan du palais. En effet, le lien de famille entre le sgraffito et le Palazzo Rucellai trouve une confirmation dans le travail réalisé par Bernardo Rossellino à Pienza, à droite, dans les années 1460, après qu'il ait collaboré avec Alberti sur ses projets florentins au cours des décennies précédentes. Le palais du cardinal Amanati et ceux de plusieurs autres dignitaires sont traités en sgraffito. Et si vous voyez, c'est déjà très imperceptible, mais je pense qu'en grandeur d'écran, on le voit. Tandis que le palais du pape, à droite, est pratiquement une copie du Rucellai, ce qui indique une continuité perceptible entre les deux traitements. En dehors du lien d'Alberti avec le projet du fait de ses relations avec le pape Pie II, qui était le mécène de Pienza, l'interprétation par Rossellino du contexte du sgraffito pour la façade florentine d'Alberti indique la forte probabilité d'un dialogue entre les deux traditions de façade. Il n'y a pas de doute que la technique du sgraffito a pu être perçue comme un mode d'expression graphique très fort, car elle fait appel à un instrument acéré qui taille le stuc en suivant les contours d'un motif et ce faisant reprend le mouvement du crayon sur le papier. Vasari voyait certainement une manifestation du disegno et c'est probablement pourquoi il inclut le sgraffito parmi les activités du peintre. Elle est de même de Filippo Baldinucci, le grand critique du XVIIe siècle, dans son vocabulaire toscan des arts du disegno. Dans les vies de Vasari, Polidoro da Caravaggio, célèbre pour ses façades décorées à Rome, qu'on a vues, est considéré avant tout un dessinateur, un maître du disegno, qui aura réussi comme artiste du sgraffito précisément pour cette raison, alors qu'en revanche, son œuvre peinte est présentée comme beaucoup moins réussie. En plus, le fait qu'il existe un lien étroit entre les tisserands de soierie et le disegno est consacré par la création au milieu des années 1700 par le Sénat vénitien d'une Accademia del Disegno pour les tisserands, ce qui était aussi une façon de leur confirmer une égalité avec les autres artistes visuels. Et quelques siècles plus tard, dans la Grande-Bretagne de la fin du XIXe siècle, le mouvement Arts and Crafts de William Morris voyait encore dans les façades en sgraffito un hommage à la ligne. Il y a longtemps, Erwin Panofsky expliquait que le développement de la notion d'architecte-peintre était issu de l'atelier de Raphaël. Et je reviens là-dessus, on l'a déjà discuté jeudi. Et il analysait le phénomène en référence à deux façades peintes à Sienne par Domenico Beccafumi et à la question du maniérisme en architecture,
qu'il définit comme une tendance médiévalisante du Cinquecento, du XVIe siècle. Il ne s'arrête pas sur les façades en sgraffito, et de toute façon, celle de Beccafumi était peinte plutôt que grattée, mais il fait quand même remarquer que cette ornementation picturale en surface d'un bâtiment pourrait être une rébellion des non-architectes, une réaction contre la définition architectonique de la façade. En d'autres termes, suivant cette réflexion, la façade a-t-elle pu servir de champ de bataille entre les artistes et entre les arts? Le lieu du paragone, de la querelle, utilisé par les sculpteurs tel un relief géant, comme vous voyez à gauche, par les peintres à la façon d'une toile géante, par les décorateurs comme une étoffe géante ou une somptueuse tapisserie, est conçu par les architectes comme un système d'éléments porteurs. La technique du sgraffito pourrait-elle être donc une inflexion de plus dans cette infinie querelle entre les arts? Cette manière archaïsante qu'est la façade en sgraffito, qui survit dans l'architecture florentine et perturbe les grandes tendances de la Renaissance, orientées vers la sculpture, ne témoigne pas d'une fascination, mais aussi d'une angoisse vis-à-vis du disegno, et ce dans sa patrie d'origine, à Florence. Je dirais que la préférence esthétique florentine pour les surfaces ouvragées et complexes s'avère en concurrence avec le goût qui se développe à la Renaissance pour les façades profondément en relief, et que c'est précisément la façade qui devient le lieu de chevauchement important avec les autres techniques artistiques. Le sgraffito est une surface artisanalement travaillée qui emprunte à d'autres surfaces artisanalement travaillées, aussi petites soient-elles, et dans les matériaux les plus divers: soierie, damas, niello, damasquinage, gravure, majolique et korami. Il atteste la participation de l'architecture au goût de luxe, lequel Jacob Burckhardt voyait le moteur esthétique de l'invention à la Renaissance. Ce monde complexe d'objets liés entre eux par les matériaux, les techniques, les instruments et les motifs ornementaux est peut-être à l'origine du malaise que suscite le sgraffito dans l'histoire de l'art du XXe et XXIe siècle. Si on considère la façade comme un vêtement, c'est un peu comme si le spectateur portait la façade avec lui et sur lui. Inversement, c'est une part de l'intériorité qui s'extériorise et s'anime. En ce sens, elle remet en question la distance entre le spectateur et l'œuvre et laisse penser qu'il existe un pont entre le domaine personnel et l'art. La façade en sgraffito reflète aussi une volonté d'exposer le travail de l'artisan, de présenter des ouvrages qui sont d'un autre ordre que la peinture, fait des petits gestes complexes par opposition aux grandes touches du peintre de fresque. Mais au-delà de tout ce que l'on peut dire, la façade en sgraffito est une fête du dessin dans toute sa pureté, exprimant la frivolité et la jovialité, le jeu et le mouvement. Elle se situe à l'opposé de l'austérité du monde normatif d'Alberti, celui de l'esthétique publique et de son héritage de pierres sculptées, monochrome, statique. Elle représente une échappée dans l'ornement pur, le dessin pur, l'invention libérée. Elle signale aussi une esthétique qui traverse les frontières géographiques comme celle des disciplines artistiques. Phénomène reconnu dans l'art islamique, ces convergences ont été pratiquement ignorées des spécialistes de l'architecture occidentale, pour qui l'art monumental reste au-dessus de ses frères mineurs. C'est peut-être là d'ailleurs que se situent le malaise et les préjugés les plus profonds que suscite l'esthétique du sgraffito. Cependant, considérer l'ornement en termes de fluidité des médiums artistiques, c'est reconnaître qu'au XVe siècle en particulier, la culture de la Méditerranée a été plus animée, plus extravertie, plus hybride, comme le reconnaissait Fernand Braudel il y a longtemps. La circulation des ornements par-delà les arts et les frontières en témoigne. C'est une façon de mettre en évidence
la virtuosité de l'artisanat, la dimension spectaculaire de l'architecture par le biais de ses ornements, de même que les enfants de Mercure exhibent leur talent en haut de l'échafaudage. Merci.